Bonjour à tous, bienvenue donc dans LCI et vous. Nous allons parler de l'actualité londonienne. Aujourd'hui, vous entendrez tout à l'heure le ministre britannique des Affaires européennes et Jean-Marc Ayrault qui sont auprès des familles de ces victimes françaises dont certaines d'entre elles ont été blessées hier dans cette attaque terroriste. On va d'abord partir à Londres retrouver Benjamin Creuard qui nous attend. Est-ce que vous pouvez, Benjamin, nous faire un petit point sur cette enquête qui a finalement pas mal avancé cette nuit ? Oui, dans la discrétion, mais elle a avancé. Il y a eu plusieurs opérations d'envergure ces dernières heures, et notamment dans la nuit, dans plusieurs endroits du Royaume, à Londres, et puis aussi à Birmingham, à 150 km au nord d'ici. C'est là-bas qu'aurait été louée la voiture qui a servi à l'attaque de Westminster. Alors, au final, 6 adresses perquisitionnées pour 7 arrestations en lien avec cette attaque. C'est ce que nous a dit ce matin la police. On a donc aujourd'hui une enquête qui avance avec un assaillant qui est identifié par les services, ça c'est une certitude. Un assaillant qui a agi en lien avec un terrorisme international, nous dit la police, en lien avec un terrorisme islamique, nous dit le ministre de la Défense. Je vous parlais de discrétion, l'identité de l'assaillant n'est toujours pas connue et n'est toujours pas révélée. La police demande toujours ce matin aux Britanniques de se signaler s'ils ont des photos, des vidéos, des informations en lien avec cette attaque. Nous ici, on est juste à côté, vous voyez, du pont de Westminster. Je peux vous dire que la voiture de l'assaillant a été évacuée, a été retirée par un camion très tôt ce matin et qu'on attend maintenant la réouverture de ce pont de Westminster, alors que du côté du Parlement, les députés ont fait leur retour ce matin et devraient respecter une minute de silence pour rendre hommage aux victimes. Bien entendu, minute de silence que vous pourrez suivre avec nous dans les secondes qui viennent. Merci beaucoup Benjamin Creuard sur place donc pour l'enquête. Benjamin, vous le disiez à l'instant, le pont devrait rouvrir d'ici quelques instants. Je vais vous présenter mes invités donc sur ce plateau. Bonjour Alain Randier, vous êtes ancien officier supérieur au sein des services de renseignement français, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement, et vous êtes venu avec votre livre Proche-Orient, coup de projecteur pour comprendre, publié chez Ballandry. Youssef, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes docteur en droit, président de l'Institut Léonard de Vinci et spécialiste du terrorisme. Et puis Gilles Sacaz, merci d'être venu également. Bonjour. Président fondateur de Galis, ancien cadre du service action de la DGSE. Puisque l'on parle de l'enquête, peut-être que je vais commencer avec vous, monsieur Sacaz. Qu'est-ce qui se passe dans les minutes qui suivent cette attaque? Donc le terroriste présumé a été neutralisé. On fouille cette nuit. Ils ont fait quoi, les policiers britanniques? Ils ont fouillé le passé. Exactement. Alors dans un premier temps, on craint toujours le surattentat ou la diversion, et puis derrière d'autres actions dans les minutes, dans les heures, mais même dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est important, ce qui peut des fois expliquer un manque de communication, ce qu'on peut percevoir comme un manque de communication, qui en réalité est plutôt le gel de la scène pour se préparer à autre chose. Ensuite, derrière, on est sur, je dirais, des investigations classiques, c'est-à-dire qu'on va exploiter tout ce qu'on va avoir techniquement sur la scène de l'attaque, du crime, mais également sur les supports techniques, téléphone, etc., les moyens de communication, de manière à remonter et élargir le réseau. Oui. Et les Anglais tout le monde, tous les pays européens se sont largement aguerris maintenant sur ces sujets-là. Je pense que les Anglais ont quand même une vraie habitude. Il faut quand même se souvenir que les Anglais ont eu une expérience de terrorisme avec l'IRA, avec des niveaux, des modes opératoires très, très sophistiqués. Donc je veux dire, bon, voilà, les Anglais travaillent. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas de la même façon que les policiers français, par exemple? Si, globalement, si. Puis il y a une vraie coopération. Le Brexit ne va rien changer à la coopération, puisque c'est la grande question. Donc il y a une vraie coopération entre les États sur ces sujets-là, et heureusement, au-delà de Paris, Londres, bien sûr, Berlin, etc. Et pas mieux ni moins bien. Il y a de vrais échanges. Mais c'est vrai qu'il y a on est aussi performant en fonction de ce qu'on a pu vivre en termes d'expérience sur ces sujets-là. Et les Anglais ont quand même une vraie expérience du terrorisme. Sur ce genre d'affaires, Alain Randier, combien de policiers, par exemple, sont mobilisés sur ce genre d'affaires depuis hier? Ça, je ne peux pas donner le chiffre, surtout que je ne connais pas les effectifs britanniques. Non, bien sûr, mais est-ce que c'est tout Scotland Yard qui se mobilise là-dessus? Absolument. Et le MI5, les services intérieurs, disait que entre 90 et 95 de leur mission, maintenant, c'est de l'antiterrorisme. Oui. Donc, c'est extrêmement intéressant à suivre. Je l'ai dit, moi, je me méfie un petit peu parce que le FBI, après le 11 septembre, avait fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont passé une grande partie de leurs effectifs à l'antiterrorisme. Du coup, tout le crime organisé, il peut vivre un petit peu tranquillement. Sachant qu'on sait qu'il peut y avoir des passerelles, en plus. Et justement, il faudra revenir un petit peu sur les passerelles entre le crime organisé et les organisations terroristes.
parce que il y a là un vrai sujet à exploiter. Alors, je vous rappelle qu'on attend une minute de silence donc au Parlement britannique. On entendra Theresa May tout à l'heure qui a bien dit qu'elle voulait que la vie reprenne son cours très, très vite. Rissa et Youssef, on n'a pas de revendication pour le moment. Quand bien même cet homme n'aurait pas reçu d'ordre précis, pour l'instant on n'en sait rien, ou n'a pas suivi une charte, entre guillemets, de mode opératoire, est-ce qu'on peut dire que du moment qu'on a peur, eh ben c'est réussi? Oui, l'objectif est atteint à partir du moment où l'attentat a eu lieu, qu'il y a un stand de victimes, avec pas une panique, mais avec une panique un peu légitime de la part des Britanniques, avec des dispositifs mis en place. Oui, l'objectif, en tout cas pour cet individu, est réussi. Après, ce qu'il faudra regarder avec un peu de froideur, un peu de lucidité, ce que fait parfaitement bien le gouvernement britannique, avec une capacité de résilience assez extraordinaire, du fait aussi de son histoire, c'est essayer de comprendre un peu qui est cet individu. Et il ne suffit pas qu'un individu se proclame soldat de Dieu pour qu'on considère, à tort ou à raison, que c'est un vrai soldat de Dieu et qu'il a agi en parfaite connexion avec une organisation terroriste. Il a reçu Ça un peut ordre, être un illuminé. oui, Voilà, oui. il faut vraiment, et c'est ce que fait bien la police britannique, Scotland Yard, avec les premières informations qui filtrent, à savoir qu'il y aurait un commanditaire un petit peu international, ce qui accrédite la thèse d'un vrai attentat terroriste islamiste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Donc, mais ça prend un peu de temps parce qu'il faut vérifier, voilà, c'est un peu les investigations qui diront si oui ou non l'individu a agi seul ou il fait partie d'un vrai réseau. Et qu'un illuminé ou un fou, d'une certaine manière, même s'il se revendique, ça ne suffit pas pour en faire c'est un attentat, mais pas forcément islamiste. Est-ce qu'on peut imaginer que les groupes islamistes fassent des revendications de circonstances, entre guillemets? Peut-être que Alain Rodier connaît ce sujet mieux que moi, mais généralement, ils n'ont pas pour habitude de mentir. Quand il y a un attentat, ils le revendiquent vraiment, c'est eux. Quand c'est pas un de leurs soldats, ils s'entourent quand même d'un luxe de précaution pour vérifier si oui ou non. Mais globalement, si c'est un attentat qui est revendiqué par l'État islamique n'aura pas de difficulté à le revendiquer dans quelques temps. Si c'est un attentat fait en leur nom, mais pas sur ordre. Oui, alors c'est extrêmement complexe. Si cet individu était en contact avec une cellule de l'État islamique, je pense qu'on aurait déjà reçu la revendication. Par contre, il y a une condition sine qua non pour que l'État islamique revendique, il faut qu'il ait fait allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi. Donc il faut qu'on retrouve une trace téléphonique, écrite, si on ne retrouve rien, l'État islamique ne revendiquera rien. Et généralement, l'État islamique revendique moins qu'il ne fait. Il faut bien le savoir. Bon, mais là, nous ne sommes pas effectivement dans le cadre d'un fou. Sur Orly, soyons francs, on était vraiment là dans le cas du gars pas tout à fait normal. Là, a priori, c'est quelqu'un qui avait effectivement... Voilà. Puis, pour moi, c'était absolument pas un attentat terroriste islamique, bien sûr, malgré les dernières paroles qu'il a pu... Vous voulez dire à Orly? À Orly, oui. Là, effectivement, il faut attendre. Par contre, effectivement, quand on voit l'individu, il a le déguisement du salafiste djihadiste, c'est-à-dire la barbe, la moustache rasée, la tête rasée et habillé de noir. Donc... c'est pas anodin, le déguisement entre guillemets, l'apparence qui s'était donnée pour mener cette action. Et puis, il faut quand même se souvenir, il ne faut pas non plus trop, se rassurer en se disant, avec cette apparence d'isolement dans la phase opérationnelle et logistique, ils peuvent être très isolés, bien que là on voit quand même qu'il y a des liens, il y a eu des arrestations, il y a déjà eu des arrestations. Mais même quelqu'un qui est vraiment isolé sur le passage à l'acte et sur la phase opérationnelle, il faut se souvenir quand même qu'en 2014, Abou Mohamed Al-Adnani, qui est décédé depuis, mais qui était le porte-parole à l'époque de l'État islamique, en 2014, avait lancé un appel clair, donc c'était un mot d'ordre qui s'inscrit dans une stratégie plutôt un appel clair au meurtre en Occident, et notamment de Français, avec des véhicules, jetez-les dans le vide. De quelque façon que ce soit, avec des modes opératoires très sommaires qui complexifient, je dirais, l'anticipation. Donc il répond à un ordre. Il répond à un ordre, et c'est une stratégie, si vous voulez, des islamistes, de mettre, si vous voulez, l'action violente et l'action terroriste à la portée du plus grand nombre de personnes qui se reconnaissent dans l'idéologie islamiste. Et puis, c'est là la difficulté. Il y a autre chose, c'est aussi le lieu. C'est-à-dire que le Parlement, évidemment, c'est un symbole évident, quoi. Pour le coup. Et c'est un symbole de la démocratie, bien sûr. Ça permet de toucher la démocratie, et ça permet aussi de toucher les touristes par la même occasion, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde à cet endroit-là. Il y avait du monde d'ailleurs hier. Ouais.
Et c'est vrai que Gilles Sacaz l'a dit très justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est justement ce mode opératoire, cette notice un peu explicative de l'attentat d'Al-Adnani. Elle fait aussi suite à aujourd'hui la quasi-impossibilité pour un Français, sauf à passer par des territoires extérieurs, etc., pour se rendre dans un théâtre d'opération extérieure, et de dire vous ne pouvez pas venir chez nous, parce que c'est ce que dit d'une certaine manière cette note. Si vous ne pouvez pas venir chez nous, ce n'est pas bien grave, faites-le de chez vous avec ce que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, les services de renseignement, que ce soit français ou européens, sont parfaitement bien renseignés, en tout cas travaillent bien sur notamment les filières d'armement. Et donc voilà, on sait d'où ça vient, on sait où ça va. Donc globalement, on a de bons informateurs. C'est de plus en plus difficile de se procurer des armes. Et que la frontière entre le grand banditisme et le terrorisme islamiste, elle n'est pas si poreuse qu'on veut bien l'affirmer. Et par conséquent, c'est difficile, et on l'a vu encore à Orly, et on l'a vu encore hier, de se procurer une arme en Grande-Bretagne, parce qu'avec une arme, une Kalachnikov, il aurait évidemment pu faire beaucoup plus de dégâts, que c'est pas aussi évident que ça. Donc d'une certaine manière, cette notice, ou en tout cas cet appel à la violence, cet appel au meurtre, il est finalement, c'est aussi c'est aussi le symbole d'une difficulté pour cette organisation à se renouveler et puis à commettre des attentats de masse. Oui, mais à contrario, c'est aussi la facilité pour faire peur. C'est-à-dire que du coup, ça veut dire que ça peut venir de n'importe qui, de n'importe quand, avec n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il le fait, et c'est pour ça qu'il le dit. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent très bien que ça fonctionne. À Orly, on ne le dit peut-être pas assez, mais à Orly, le fait d'avoir détourné des vols, le fait d'avoir annulé des vols, ça a quand même généré un coût financier qui est quand même extrêmement important. Le Louvre, l'attentat ou la tentative d'attentat sur des militaires au musée du Louvre, c'est quand même le haut lieu touristique, l'un des endroits les plus visités de France. Et donc on sait bien que ça peut dissuader les touristes de venir visiter ce monument. Alors justement, Theresa May, la première ministre britannique, elle a pris la parole assez vite, évidemment, pour rassurer ses concitoyens et puis souder la nation. Et elle l'a dit d'ailleurs, il faut que la vie reprenne très très vite, notamment pour ne pas que les touristes aient peur, et puis reprendre le travail au Parlement. On va l'écouter. Parliament will meet as normal. Le Parlement se réunira. Nous serons tous ensemble, comme d'habitude. Les Londoniens et tous ceux qui sont venus du monde entier pour visiter cette ville se lèveront, vivront leur journée normalement. Nous ne céderons jamais à la terreur. Nous ne laisserons jamais les voix de la haine et de la terreur nous diviser. Alain Rodier, Londres craignait l'attentat. Londres savait, les Anglais y vivent avec ça. Ils étaient au niveau 4 sur 5 chez eux depuis 2014, si je ne me trompe pas. Le chef du MI5 avait fait une déclaration en septembre-octobre qui était extrêmement alarmiste, reprise par le chef du MI6 en décembre ou en janvier, enfin, très récemment. Donc non, ils le savaient la veille, donc ils avaient participé, ils étaient engagés aux côtés des Américains pour interdire les ordinateurs. Le fameux électronique ban. Exactement, et tout ça, c'est pas fait sur des rumeurs, c'est donc que les Britanniques possèdent des preuves d'une menace extrêmement importante. Et puis il faut tout de même rappeler que le sol britannique, c'est un lieu privilégié pour l'islam radical, mais depuis de très longues années. Ben Laden avait choisi son représentant officiel avant les attentats de 2011 à Londres. Il était connu. Un certain nombre de prêcheurs radicaux sont archi connus. Ils les ont envoyés en Jordanie ou ailleurs, où ils les ont incarcérés. Mais c'est un lieu extrêmement connu et pour la radicalisation violente. Mais on a une idée du nombre de radicalisés qui tournent dans la capitale britannique ou pas? C'est pas la capitale qui est importante, c'est sur l'ensemble du pays. Ouais. C'est énorme. Et on a une idée de ça. Il y a des quartiers où il y a 95% de musulmans. Oui, ce qui ne veut pas dire radicalisés. Sur les radicalisés, il suffit de regarder quelques photos et quelques reportages qui se font dans cette région-là. Ça dépend ce qu'on appelle radicalisé. Si on considère qu'une femme qui porte le voile intégral, elle n'est pas radicalisée. Non, alors sur les gens qui seraient des menaces, alors je vais être plus clair, sur les gens qui seraient des menaces à la alors sécurité là, intérieure. On rentre dans un autre domaine, c'est la décision de passage à l'acte, à l'action violente. Mais soyons francs, tout cela est basé sur une idéologie. C'est une idéologie de conquête, et en conséquence de quoi, toute cette population qui est déjà radicalisée dans cette idée, pour qu'elle bascule dans la violence, il n'y a pas bien loin.
Alors, il n'y a pas bien loin, peut-être. En tout cas, est-ce qu'on a une idée des chiffres, Drissa et Youssef? Est-ce qu'on sait à peu près? En France, on dit, il y a un certain nombre de gens qui sont, quelques centaines de personnes, qui sont de retour, qui sont fichés, qui sont... Comment ça marche en Angleterre? Alors, en Angleterre, le seul chiffre aujourd'hui, les deux seuls chiffres, c'est que depuis 2013, environ 13 tentatives d'attentats ont été déjouées en Grande-Bretagne. On estime à 400 le nombre de Britanniques dans des théâtres d'opérations terroristes extérieures qui vont probablement revenir un jour. Sur le nombre d'individus fichés, on n'en a pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne dispose pas de chiffres, mais c'est vrai qu'on a quand même une alerte qui est, en tout cas, une situation qui est inquiétante en raison de la participation de la Grande-Bretagne, effectivement, dans le conflit. Voilà, donc c'est au même titre que les certain nombre de pays européens. Gilles Sakaz. Oui, si on prend la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire vraiment ceux qui incontestablement sont sur le passage à l'acte parce qu'ils ont soit tenté d'aller faire le djihad, soit ils sont revenus du djihad, etc. On est, et c'est à peu près le cas même en gros de tous les pays européens, enfin de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, on est à peu près en Angleterre, il y a un chiffre qui a circulé entre 800 et 1000 personnes qui ont tenté d'aller faire le djihad, qui sont allés faire le djihad, qui sont revenus, voilà, on est sur... Et donc qui sont sous surveillance? Alors évidemment qu'ils sont sous surveillance et on peut compter sur les Anglais pour faire ça sérieusement, mais ils se confrontent à la même chose que nous, c'est-à-dire qu'on est en démocratie et on ne peut pas préventivement arrêter quelqu'un tant que... Alors ces 800 personnes, je dirais que c'est les plus faciles à gérer parce que là il n'y a pas d'ambiguïté. Mais j'ai volontairement employé le terme de la partie visible de l'iceberg. Il y a tout le reste dessous et à quel moment les gens vont passer à l'acte, sont susceptibles de passer à l'acte. C'est là que c'est compliqué. Ils sont capables de basculer. Et la plupart des attentats qui ont eu lieu, ce sont des gens qui ne sont jamais partis sur des théâtres d'opération. Oui, c'est ce que disait Drissa Youssef tout à l'heure. Effectivement et donc, c'est ça qui est dangereux. Puisque vous parliez, vous, tout à l'heure, des renseignements, cette information entre les services de renseignement européens, est-ce qu'elle a évolué? Vous parliez tout à l'heure de retour d'expérience. Est-ce que ces dernières années qui ont été sombres, que ce soit pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne, pour la Belgique, pour la France, on a appris des choses et on a appris à mieux coopérer, mieux travailler? Elle a beaucoup évolué. Il y a toujours eu, historiquement, enfin moi je l'ai toujours connu, il y a toujours eu des coopérations. Ce sont des frères d'armes, je veux dire. C'est vraiment les Anglais, je veux dire, on ne découvre pas les Anglais, on a travaillé avec eux. Alors au niveau opérationnel, c'est très ancien. Il y a toujours eu des échanges de bonnes pratiques, je dirais, entre les différentes unités. Au niveau renseignement, c'est toujours un peu plus sensible et tous nos pays sont un peu jaloux de leurs renseignements, donc la coopération a mis plus de temps à se mettre en place. Après la Belgique, on en avait beaucoup parlé, ça avait été très critiqué d'ailleurs. Oui, et là aujourd'hui, je crois, sincèrement, alors moi je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je pense sincèrement qu'il y a une vraie coopération qui est toujours perfectible et qu'il faut perfectionner, mais il y a une vraie coopération entre les différents pays européens. Qui fonctionne bien, oui. Oui, la Grande-Bretagne joue, quand je dis sur deux tableaux, c'est pas un mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne joue sur le plan européen, avec Europol, Interpol, donc elle participe beaucoup, notamment le PNR, elle utilise aussi le PNR, elle alimente le PNR. Et puis, c'est aussi un pays du Commonwealth, donc le allié historique des États-Unis, avec un certain nombre de contacts avec des pays, effectivement, des anciennes colonies britanniques, le Pakistan, il y a d'autres pays encore, avec un réseau de renseignement qui est quand même très performant, électronique très performant. À côté de ça, Gilles Sakaz connaît les services mieux que moi. Les services MI5 et MI6 ce sont deux services qui sont les services presque les plus performants du monde. MI5, ce sont les services... Le renseignement intérieur et extérieur. MI6, c'est renseignement extérieur. C'est ça. Oui. Donc ce sont des services qui sont extrêmement performants. Je veux dire, je ne me fais aucun souci ou problème particulier sur la capacité de ces deux services, effectivement, à remonter du renseignement, et y compris à l'extérieur du territoire, à démanteler, parce que le démantèlement des attentats, ou en tout cas des réseaux, se fait aussi à l'extérieur du territoire. On a tendance à le voir uniquement à l'intérieur du territoire. En tout cas, ces deux services ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient très très efficaces. Alors je vous rappelle qu'on va partir dans quelques minutes en direct au Parlement pour une minute de silence qui a été un tout petit peu retardée, donc elle devrait commencer d'ici pas longtemps. Donc évidemment, on ira voir le direct tout de suite. Tout à l'heure, on a parlé du risque intégré, Drissa Youssef. Risque intégré pour les autorités, on a bien compris. Risque intégré aussi pour la population londonienne qui vivait de façon normale, qui ne vivait pas dans la terreur. La Grande-Bretagne, c'est aussi une histoire avec l'IRA, avec un certain nombre d'attentats. Il ne faut pas oublier qu'en 1972, il y a eu, pour la seule année, en 1972, plus de 500 victimes suite effectivement à un conflit armé très violent. Je vous coupe la parole, simplement minute de silence devant Scotland Yard, le siège de la police. Vous montrez des images de un peu partout, ça doit être partout en même temps.
This morning we gather to join our thoughts and prayers with those who mourn for Keith and all victims of yesterday's incident. Un flic qui est mort, hein, c'est ça, hein? We give thanks for Keith. Voilà, donc cette minute de silence devant le siège de Scotland Yard. Colleagues, in respectful memory of those who lost their lives in yesterday's attack. Par respect pour ceux qui ont perdu la vie dans l'attentat d'hier et de toutes les victimes de cette attaque, nous allons à présent observer une minute de silence. X. Minute de silence donc respectée au Parlement britannique ainsi qu'au siège de Scotland Yard. On rappelle qu'un policier a été la victime hier de ce terroriste présumé. Les bobbies, ils sont armés d'ailleurs ou pas, Gilles Saka, en Angleterre? Non, ils ne sont pas armés. C'est un débat là-bas ou pas? Il y a une vraie réflexion, oui, qui est moins polémique qu'en France, parce que culturellement, ils ont une relation à l'arme qui est plus simple, mais les bobbies ne sont pas armés. Et là, en l'occurrence, le policier qui a été tué à l'arme blanche n'était pas armé. Donc je pense que ça va quand même relancer le débat. C'est une partie de la solution, une partie de la marge de manœuvre aujourd'hui. On sait que plus il y a d'armes à disposition des primo-intervenants, et plus on met fin rapidement à ce genre d'attaque. La preuve à Orly la semaine dernière. Et on limite le nombre de victimes. Donc je veux dire, il ne devrait plus y avoir de polémique, surtout quand on parle de professionnels, alors institutionnels bien sûr, mais même privés. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même s'inspirer d'un modèle qu'on cite tous régulièrement, qui est le modèle israélien, qui fonctionne. Driss Saïd Youssef, pour revenir sur cette image du Parlement, tout à l'heure, on a vu, tout le monde était là, les rangs sont pleins, bien évidemment. Revenir sur la cible, ce dont on parlait tout à l'heure en début d'émission. Évidemment, ça n'est pas neutre d'aller sur le pont de Westminster, à 2 pas du Parlement, qui est quand même le cœur de la démocratie britannique, quoi. Oui, tout à fait. Et dans le même temps, la question qui évidemment se pose, c'est est-ce qu'on aurait pu éviter cet attentat? Évidemment, tous les spécialistes, les experts vous diront que non, on ne peut pas éviter un attentat comme ça. Ça aurait pu être évidemment bien plus grave. À côté de ça, il faut quand même saluer le travail quand même en termes de gestion de crise assez extraordinaire à la fois du gouvernement. On a quand même une première sortie du policier qui fait une sortie en disant on sait ce qui se passe, on est en train de le gérer, ne vous inquiétez pas, etc. Il fait une deuxième sortie, alors c'est pas le même fonctionnaire, mais il y a une deuxième sortie quelques heures à peine après en disant bon, la menace est maîtrisée, la situation rentre dans l'ordre, un autre travail d'enquête va commencer, appel à témoins, si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous appeler. Theresa May fait une sortie. Elle est, en termes de gestion de crise, absolument excellente. Elle dit les condoléances aux victimes, on pense à vous, on est déterminés, nous devons vivre ensemble, l'Europe, ça a du sens, même si effectivement ils sont plutôt en train de sortir de l'Europe, ça a du sens, on continue, la fraternité, et il faut aller de l'avant. Et on ne peut pas s'arrêter de vivre. C'est juste effectivement le bon timing, le bon message qui est diffusé ici et là. On n'est pas dans une spirale infernale, y compris en termes sur le plan un peu organisationnel, où on a vu qu'effectivement ce terroriste s'est attaqué à un lieu symbolique de la démocratie, où on a un dispositif d'évacuation de Madame Theresa May. À côté de ça, on a tous ces parlementaires qui sont évacués dans un lieu bien confiné, bien protégé, bien prévu, etc. C'est plutôt bien géré. On a les secours qui se déplacent en bateau parce qu'il y a une personne qui s'est jetée à l'eau, qui a été jetée à l'eau. Mais est-ce que ça veut dire, quand on vous écoute, est-ce que ça veut dire que la France a des leçons à prendre de tout ça ou pas? C'est ce qui s'appelle le retour d'expérience.
Oui, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure. En termes de retour d'expérience, on a toujours à apprendre. Y compris, alors on est dans des dispositifs qui sont particuliers. C'est-à-dire que nous, lorsqu'il y a un attentat, c'est plutôt le procureur de la République qui va au départ communiquer. Avant, il est sur de la flagrance. Et puis ensuite, on va passer sur une information judiciaire confiée à des juges d'instruction. Et puis à côté de ça, on a aussi des politiques qui communiquent parce qu'ils ont aussi besoin d'envoyer un message à la population. Voilà. On a les médias aussi. Enfin, on a. D'ailleurs, les politiques ils ont communiqué, les politiques britanniques, je veux dire. Ah non, hormis non, chez nous. À part Theresa May, non. Chez nous, oui, on y reviendra après. Voilà, donc chez nous, on a quand même pas mal de. On a y compris des politiques qui, le ministre, c'est un peu la tradition, le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il y a un attentat en France, il convoque ce qu'on a dans la salle du fumoir, qui est une salle du ministère de l'Intérieur, l'ensemble des chefs des services, renseignements intérieurs, etc., pour faire le point sur l'avancée de l'enquête, alors que cette tâche, elle revient à l'autorité judiciaire, parce que c'est l'autorité judiciaire qui est en charge de l'enquête. Donc on a globalement un fonctionnement qui n'est pas le même. Je ne dis pas qu'il n'est pas mieux, mais il n'est pas le même. Et donc en termes de gestion de crise, on peut considérer quelquefois, peut-être qu'on parle trop, peut-être trop vite, alors qu'en Grande-Bretagne, on a vraiment... il n'y a pas une information qui filtre dans la presse. L'identité de l'individu est encore inconnue, alors que chez nous, ça va extrêmement vite, très vite, trop vite peut-être. On avait dit la même chose après les attentats de Bruxelles, d'ailleurs, où on avait dit que les Belges avaient été extrêmement policés, etc. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Alain Rodier? Tout à fait, mais bon, et puis les Anglais, c'est un peu dans leur tradition. Le flegme britannique n'est pas une invention. Plus discret, moins latent que nous. Rappelons-nous, nous n'étions pas nés à l'époque, mais on a tous lu des livres d'histoire. Durant la Deuxième Guerre mondiale, sous les bombardements, le flegme des Britanniques, qui pourtant là payaient un tribut absolument phénoménal, mais qui gardaient leur calme. Mais je pense à une de leurs caractéristiques, on ne le souligne jamais assez, il reste une île. Et une île, ils se sentent tout de même protégés, qu'on le veuille ou non, ça favorise tout de même le travail de protection, parce que alors que la Belgique, la France, l'Allemagne, tout ça, on pénètre n'importe comment, etc. Déjà, en Grande-Bretagne, il y a un petit problème logistique qui est un peu compliqué quand on se met à la place de l'adversaire. Comment je vais y arriver? Atteindre l'île. Alors justement, vous parliez tout à l'heure aussi donc, de l'histoire, de l'historique de la Grande-Bretagne, et puis malheureusement cette histoire des attentats, puisqu'évidemment c'est un pays qui en a connu de nombreux. Voici les précédents avec Olivier Santiki. Le premier attentat islamiste à avoir frappé Londres est aussi l'un des pires survenus en Europe ces 12 dernières années. 7 juillet 2005, l'heure de pointe dans les transports urbains. 4 kamikazes se font exploser dans un bus et différentes rames de métro. Bilan 56 morts et 700 blessés. Un groupe d'Al-Qaïda revendique cette action coordonnée qui aurait dû être suivie d'une autre du même type 15 jours plus tard. Mais les explosifs, mal conçus, n'ont pas fonctionné. Même miracle, 2 ans plus tard. Les forces de l'ordre découvrent 2 voitures garées en plein centre-ville, près de Piccadilly Circus. 2 Mercedes bourrées de bidons d'essence, de bouteilles de gaz et de clous. L'ensemble ne détonne pas grâce à un mauvais montage électrique. En mai 2013, action moins spectaculaire mais barbare dans le sud-est de Londres cette fois. 2 hommes d'origine nigériane foncent en voiture sur un jeune soldat de 25 ans, avant de le lacérer de plusieurs coups de couteau puis de tenter de le décapiter. Les mains encore ensanglantées, l'un d'eux affirmera avoir voulu venger les musulmans tués par des militaires britanniques. Enfin, en décembre 2015, nouvelle attaque à l'entrée de la station de métro de Leytonstone, dans l'est de la capitale. 48 heures après le début des frappes anglaises contre l'État islamique, un homme né en Somalie agresse 2 personnes au couteau, acte qualifié de terroriste par les autorités. Alors justement, Gilles Saccaz, quel engagement britannique dans la coalition? Puisqu'on parlait à l'instant de cet attentat, ce dernier attentat qui avait été perpétré quelques jours seulement après l'entrée dans la coalition. On ne peut pas nier l'engagement des Britanniques aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme islamiste, l'islam radical, le terrorisme islamiste partout dans le monde. Ils le font avec leurs moyens, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ils le font avec leurs spécificités. Ils le font, vous parliez, Idriss tout à l'heure parlait du Commonwealth, ils le font avec dans leur zone d'influence, en complémentarité. Mais globalement, même si ce n'est pas aussi facile que ça, mais globalement, on se répartit les objectifs entre les Français, nous, on est sur nos zones d'influence, ils sont sur les leurs. Il y a un engagement qui est réel, en tout cas. Par contre, si vous permettez, je voulais revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure Idriss, ce qui est quand même important dans la réaction. Theresa May a été évacuée. C'est culturel, en fait, parce que l'expérience, on l'a aussi. Je veux dire, la France a subi et même une expérience plus forte du terrorisme islamiste, la France.
Parce que l'IRA, c'était encore autre chose. Ils ne s'en prenaient pas à la population, ou alors c'était des dégâts collatéraux. Oui, c'était toujours le symbole groupe. de l'État, ce qui est quand même autre chose. Le terrorisme islamiste, la France, à la limite, aurait en théorie plus d'expérience que l'Angleterre. Par contre, culturellement, Theresa May a été évacuée. C'est quand même la bonne attitude. François Hollande avait été évacué du Stade de France. Oui, mais assez rapidement, on revient, quelle que soit la tendance politique. Nos politiques vont sur les lieux, vont faire... Oui, c'est vrai qu'après Charlie, il est arrivé tout de suite et on avait d'ailleurs critiqué beaucoup ça. Et quid du surattentat Ce que vous voulez dire, c'est qu'en France, on pense d'abord à la com ? Oui, c'est un peu ça. Et je pense qu'un dirigeant politique ne s'appartient pas, si vous voulez. C'est-à-dire que la cause du pays passe avant et si sa sécurité lui dit on vous évacue, il n'y a pas de... Ça, c'est très anglo-saxon. Ils sont pragmatiques, ils sont... Bon, nous, on est latin, hein, donc c'est un peu différent. On a aussi cette approche latine. On est imprudent. Enfin, la classe politique est imprudente en France. Elle devrait y avoir plus de pudeur. Moi, je fais toujours la distinction entre la puissance publique, l'administration et la classe politique. L'administration fait globalement très bien son travail avec le peu de moyens qu'elle a. Et donc, que ce soit l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative. Vraiment, les attentats, même avec les moyens, je trouve qu'il y a quand même l'avancée des enquêtes se fait d'une manière assez remarquable dans notre pays. Après, il y a l'attitude politique. Et l'attitude politique, elle est quelquefois très contestable. Quand, effectivement, un président de la République se déplace sur un attentat, pas sanglant, mais extrêmement sanglant, extrêmement violent, c'est d'une part, comme le dit très justement Gilles, c'est le surattentat, mais c'est surtout désorganiser les secours qui sont en train de s'affairer pour pouvoir apporter assistance aux personnes, aux blessés. C'est sûr que la visite du président de la République au Bataclan, effectivement, ça ne facilite pas les secours. Ça ne facilite pas. Ils ont besoin d'évacuer les victimes. Ils ont besoin. Et un président qui arrive, c'est tout de suite le responsable des SAMU ou des urgences, plutôt que d'être avec les victimes à coordonner les secours, et expliquer au président de la République ce qui se passe. Mais c'est nouveau, ça, ou pas ? Alors, oui, c'est nouveau dans l'histoire récente, mais c'est pour montrer le politique a besoin de montrer qu'il est sur les lieux, qu'il gère la situation, qu'il se préoccupe des victimes, sauf que c'est pas forcément la bonne attitude à adapter. C'est-à-dire que de faire une déclaration comme le fait Theresa May, de faire une déclaration en disant on sait ce qui se passe, on est là, on réunit tout le monde à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur, salle des gestions de crise, etc., ça a plus de sens, à mon sens, que de se déplacer sur la scène du crime, entre guillemets, et de faire une déclaration, de discuter avec les uns les autres. Ça n'apporte rien. Ça désorganise plutôt qu'autre chose. Alain Rodier, vous êtes d'accord, au-delà du fait qu'ils se mettent en danger personnellement, puisqu'après tout, on ne savait pas encore où étaient les terroristes au moment du Bataclan. Enfin, je prends l'exemple du Bataclan, mais il y en a d'autres. En plus, ça désorganise les secours, c'est compliqué. Totalement. J'ai rien à rajouter, c'est tout à fait ça. Et il faut bien voir que, justement, quand il y a une haute autorité qui se déplace comme ça, c'est vrai que chaque chef de cellule doit se précipiter au garde à vous pour lui rendre compte. Donc, il ne fait plus son travail directement. Donc, non, c'est tout à fait nuisible au plan opérationnel de la chose. Alors, un petit point pour vous dire que Jean-Marc Ayrault est attendu aux alentours de 11h, donc vous l'entendrez évidemment dans le journal. Il nous reste 2 minutes, Gilles Saccas. Je voudrais juste qu'on dise, alors on ne pourra pas le faire en 2 minutes, mais au moins que vous nous donniez globalement, puisqu'on a parlé de toutes ces cellules en Angleterre dormantes, ces gens qui sont sous surveillance, etc. Nous, on a un débat en France sur la déradicalisation et les cellules de déradicalisation. Ça fonctionne comment là-bas ? Aussi mal. Il n'y a pas de solution, donc. C'est une idéologie, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on aurait pu, en 39-45, dénazifier ou défasciser les fascistes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du même niveau, quoi. Pour moi, et d'ailleurs, factuellement, c'est un échec. C'est un échec. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer de distinguer ceux qui ont vraiment basculé et ceux qui sont sur le point de basculer. Mais pour moi, c'est un échec. Ils ont tenté là-bas, en Grande-Bretagne, la déradicalisation ou pas ? Vous ne savez pas ? Et vous, il y a eu, oui, ils ont tenté. Avec des résultats qui ne sont pas là. Avec les mêmes mauvais résultats que nous. Ils ont démarré avant nous-mêmes. Pour rejoindre ce que vous dites, Carlos, par exemple, qui est incarcéré depuis de très longues années, il n'est pas déradicalisé du tout. Oui, donc, on est à peu près dans le même cas de figure. On a pris ce système dans l'urgence un petit peu. Il est vrai que le problème se passe au niveau idéologique. Il va falloir travailler sur les cerveaux. Ça, c'est tout à fait vrai, mais certainement pas par la méthode qui est employée à l'heure actuelle. Driss Youssef, rapidement, c'est fini.
On a juste une vraie difficulté dans notre pays, c'est de dire comment on va régler ce problème. Ce problème étant entendu que ce problème ne peut pas être réglé dans l'instant ni sur les 2, 3, 4 prochaines années. Ça se fait dans la durée, c'est sur des générations. On a aujourd'hui une double problématique, c'est ceux qui sont partis là-bas et qui vont revenir dont il faut s'occuper, et puis c'est un foyer qui se déplace vers le Sahel. Et donc c'est une zone d'influence dans notre pays, des pays francophones, et là il faut qu'on s'y intéresse sérieusement. Sérieusement et rapidement. Alors justement, ça va être l'objet de notre émission, notre deuxième heure d'émission juste après le journal de 11h. On va se poser la question justement de l'influence donc de ce sécuritaire dans la campagne présidentielle, puisqu'évidemment nous sommes en campagne, ce qui fait de nous une cible peut-être un peu plus visible. Et puis en plus, les candidats ont donné d'ailleurs certaines pistes au débat de lundi dernier sur la lutte contre le terrorisme. Merci en tout cas à tous les trois. Dans une seconde, donc, vous avez rendez-vous avec Marie-Aline Melilly pour le journal. Je vous rappelle que Jean-Marc Ayrault devrait prendre la parole depuis Londres. À tout à l'heure. Ce coton n'est pas n'importe quel coton. Il a été soigneusement sélectionné afin de préparer un lit où on se dira « je t'aime ». À bord de pas n'importe quel bateau. Le MSC Meraviglia, le plus moderne des navires, construit en France dès le mois de juin au départ de Marseille, avec à bord en exclusivité le Cirque du Soleil. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière, c'est une croisière MSC. Dis maman, toi aussi t'as été jeune un jour? Le naturalisme est un des grandes questions que pose l'auteur. Nouveau Renault Scénic, réinventons le quotidien. À partir de 289 € par mois, sans apport, sans condition, 4 ans de garantie et d'entretien inclus. Au lieu de divorcer, changer de meuble, ça change la vie et ça coûte beaucoup moins cher. Rejoignez-nous sur changerdemeubles.fr. Je crois que je vais bientôt le jeter. Il est coincé, tu peux même pas imaginer. Puis il grince en plus. C'est décidé, je vais m'en débarrasser. T'as pensé à le faire réparer? C'est possible ça? Pour remplacer ou réparer vos volets, faites appel à un fabricant. Rendez-vous sur bubendorf.com. Bubendorf, le volet durable. Sonia est ravie. Elle a fait sa première vente sur son site de e-commerce et elle sait que Société Générale sécurise les paiements de ses clients. Société Générale.